il s'est passé un truc quand même à la fin du XVIIIe siècle qui a bouleversé beaucoup de choses, une grande révolution qui s'appelle la révolution industrielle. Ça, nous en sommes les enfants de ce bouleversement. Ce bouleversement, il va changer notre rapport alors, au monde, oui, enfin, à la technique. La technique était, parce que là je vous parle d'une maîtrise technique du réel avec les mains, quoi. La technique a toujours été pour nous un moyen de dominer le monde dans une certaine mesure, en tout cas d'obtenir une certaine maîtrise de la nature, une certaine maîtrise du monde. Mais aujourd'hui, la technique n'est plus un moyen de maîtriser le monde. La technique est devenue notre monde. Donc nous sommes en elle. Et elle est en nous. C'est plus simplement, vous voyez, une espèce de... quelque chose qui s'interpose entre moi et la nature et qui me permet de... Il s'est passé une révolution, ça commence avec la révolution industrielle, après on a toujours fait la subdivision, alors vous voyez que la start-up, on va faire le petit truc pour les poulets de pimpon, oui, j'ironise, parce que des fois on a l'impression que c'est un grand créateur, parce qu'il a inventé un petit machin qui permet de savoir qu'on peut se garer à tel endroit plutôt qu'à tel autre, d'accord, c'est bien, c'est pratique, je ne dis pas. Ça crée des emplois, c'est super, franchement, c'est pas non plus l'invention du cinéma par les frères Lumière, quoi, ou de l'aviation par Clément Ader, il faut quand même raison garder. Des moments dans l'histoire de création qui sont des ruptures vraiment très très importantes. Alors la rupture ici, en l'occurrence, c'est peut-être pas le pimpon du petit machin, la petite application, c'est plus généralement un rapport au monde qui est modifié très profondément par l'Internet, par l'informatique, etc. Oui, ça c'est autre chose. Là, oui, là, effectivement, il y a des choses révolutionnaires. Mais ça commence avec la révolution industrielle. Il y a le grand bouleversement qui va faire que notre rapport au monde change, puisque la technique devient notre monde, qu'elle pénètre nos corps, etc. Par exemple, là, on est une petite centaine ce soir à réfléchir sur la question de l'art. Sans la technique moderne, on serait 20. Et les autres, ils seraient morts. Enfin, je dis les autres, je serais dedans, peut-être. Parce que ça rassure de se dire que la mort étant un accident, on va peut-être y échapper. Mais à côté. Mais, et qu'est-ce qui fait qu'on est nombreux ce soir? C'est pas qu'on fait plus d'enfants, on en a fait aussi peu, et la démographie, plutôt la fécondité baisse partout, vous voyez, dans les pays. Non, c'est l'allongement de la durée de la vie. C'est ça qui fait que... On était 200 millions d'êtres humains il y a 2000 ans, on est 5 milliards aujourd'hui, on sera 15 milliards dans ce moment. Donc, et cet allongement n'est rendu possible que par la technique qui a pénétré nos corps, je ne sais pas, c'est la vaccination, c'est l'antibiotique, etc. Et j'évoquais ça la semaine dernière déjà, il y a quelque chose dans la technique qui nous fascine et qui nous irrite, on en a peur, on l'aime pas, on aimerait bien qu'elle ne soit pas là, mais en même temps on ne peut pas s'en passer. Mais elle est devenue notre monde, nous sommes à l'intérieur de cet univers. Avec la machine, les formes, elles sont autoproduites. Il n'y a plus besoin de main. Il n'y a peut-être même plus besoin de conscience. Donc là, ça commence à être inquiétant. Alors, enfin, il n'y a plus les premières machines qui ont été fabriquées, et ce qui a produit l'immense bouleversement de la révolution industrielle, c'est des machines à vapeur. Et les machines à vapeur, elles permettent de produire d'un seul coup, à grande échelle. Enfin, mais la machine ne pouvant pas tout faire, il a fallu que des hommes suppléent au manque de la machine. D'où le taylorisme, le travail à la chaîne que j'évoquais à l'instant. Donc la mécanisation des corps. Le corps qui devient l'élément qui manque à la machine pour que la machine produise ce qu'on attend d'elle. Charlie Chaplin, il met ça en scène dans les temps modernes de l'ère magistrale, parce qu'on voit bien, il a tout compris. Le gars, il a la chaîne, il répète mécaniquement la tâche qu'on lui a imposée pour survivre. Hein, vous en faites pas, de toute façon. Il a acquis quelques droits, mais on va lui retirer. Comme ça, on n'en parlera plus, il produira la chaîne mécaniquement, il faut être souple, il faut être mobile, il faut pouvoir faire bouger les choses. C'est les machines, important. Hein, Donc le gars, il est derrière la machine, il répète mécaniquement la chose, et vous vous souvenez, dans le film, quand la chaîne s'arrête, son corps, il continue, et quand il voit la femme du patron, je crois que c'est dans les mémoires comme ça, elle a des boutons qui ressemblent aux écrous, et alors il ne peut pas s'empêcher de... Et alors, Chaplin, il vous dit tout, là, il vous dit le corps... Dans le monde de l'industrie, il devient lui-même un des rouages de l'industrie. D'ailleurs, il y a une scène du film où il est dans la machine, il est prisonnier, et on va le nourrir. Alors il y a un gars qui lui met un poulet, je sais pas quoi, un poulet. Il est prisonnier de la machine. Et donc, il est pris à l'intérieur de la mécanique. Donc le monde de la technique n'est plus simplement un instrument de domination du monde, il est devenu notre monde, au point que nous-mêmes, nous pouvons souvent, mais peut-être un jour définitivement, devenir un des éléments de cet univers technique. Dans le même film, d'ailleurs, je crois que c'est après, quand il est viré de son entreprise, évidemment. Et puis comme là, il sait bien que c'était souple, c'est flexible, il ne va pas demander des trucs au prud'homme et tout ce facile. Donc il est dehors, et alors, à un moment donné, il
il y a un type devant qui fait des travaux et qui laisse tomber un petit drapeau. Alors c'est le noir et blanc, mais on imagine le petit drapeau rouge qu'on mettait pour prévenir. Alors il prend son petit drapeau, puis il court derrière le gars pour lui donner son drapeau. Et juste à ce moment-là, derrière, il y a une manifestation communiste qui avance dans la rue. Il est en première ligne avec son drapeau rouge. C'est génial. Il a rien compris, quoi. Mais en même temps, il vous dit la machine mécanise, mais dans la foule. Dans la manifestation. On est libre. Et le slogan, hein, étymologiquement, ça veut dire le cri d'un clan, en gaélique. Donc le slogan n'est pas une pensée. Hein, c'est pas une pensée. Tous ensemble, tous ensemble. C'est de la techno, quoi. J'ai rien contre la techno. Hein. Mais vous voyez bien que le corps est mis en scène, en mouvement, de manière mécanique. Hein, la foule et la pensée, hein, Socrate, la foule, on interroge des individus, on parle à des personnes, on ne s'adresse pas à des foules. Quand on s'adresse à des foules, on est déjà dans un autre monde, on est déjà dans de la mécanique, dans quelque chose comme ça. Hein. Dans le banquet, comme ça, vous avez un passage où le sophiste, celui qui manipule les foules, justement, flatte Socrate en lui disant oui, mais il faut que je parle devant vous, alors je suis impressionné parce qu'il y a quelques hommes sages qui sont là. Socrate lui dit, mais hier tu parlais devant une foule immense, et alors tu n'avais pas l'air très impressionné. Il dit oui, mais enfin quelques hommes sages sont plus impressionnants qu'une foule. Et Socrate lui répond, je comprends pas bien, parce que hier on était dans la foule. Vous voyez? Alors, autrement dit, je comprends. N'essaye pas de m'embobiner. N'essaye pas. Reviens à moi et on va dialoguer tous les deux. On ne dialogue pas avec des foules. On dialogue avec des personnes. On échange. Donc le film de Charlie Chaplin, il vous fait à la fois une critique de la réforme du Code du travail et une critique du militantisme qui s'oppose à la réforme du Code du travail. Vous en avez pour tout le monde, hein, au passage. Les deux. Hein. Bon, simplement, il semble que les censeurs de l'époque n'ont retenu que la première, donc il a dû quitter les États-Unis. Mais ils auraient dû mieux regarder le film, ils auraient dû le garder, au contraire, il y avait tout dedans. Il y a à la fois la critique et la critique de la critique. Alors, ça, c'est philosophie. Critiquer la critique. Critiquer, bon, mais critiquer la critique. Vous voyez, là, ça devient intéressant. Après tout, donc, les éléments de réflexion que je vous livre là sont des éléments qui invitent à réfléchir sur une modification de la production. Les œuvres de l'art, production artisanale ou artistique, bon, c'est un monde où il n'y a pas les machines. Donc, dans le monde où il y a les machines, il y a une modification profonde qui s'opère. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, c'est quoi? Ça s'oppose à la production artistique? Production industrielle et art, là encore, on va dire, bon, alors c'est simple, hein. Là, c'est deux mondes totalement différents. Voilà, ça c'est sûr. Mais non, c'est pas sûr. Et Andy Warhol, justement, moi je vais produire des œuvres à la chaîne. Enfin, pas à la grande chaîne. La soupe Campbell. Oui, mais la soupe Campbell, je fais d'une boîte de conserve quelque chose qui est tiré à grande échelle, quelque chose qui est de l'ordre d'une œuvre d'art. Donc l'artiste prétend intégrer dans sa création quelque chose qui pourrait au premier abord relever d'une production industrielle qui est sans rapport. Donc on ne peut pas jeter la production industrielle comme ça, faire comme si elle n'existait pas, et puis on continue notre réflexion tranquillement entre nous, en resserrant notre réflexion sur ce qui nous arrange. Donc prenons ça aussi en compte, et réfléchissons. Donc, alors l'art comme production artisanale, artistique ou industrielle. L'art comme production, c'est quoi? Au vu de ce qu'on a dit avant, on a dit ça requiert une conscience et un corps, donc ça on est d'accord, mais comment ça marche? Alors là on a une définition qu'on trouve sous la plume d'Aristote qui peut peut-être nous être utile. Aristote dit ça dans sa métaphysique, c'est le début de sa réflexion, parce que justement quand il va proposer une réflexion métaphysique, il la distingue de ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire la métaphysique c'est la contemplation, donc il va distinguer ça du monde de la production. Donc il va nous dire ce que c'est que le monde de la production. Et alors il dit ceci, il dit l'art naît, et n'a été, l'art naît lorsqu'une multitude de notions expérimentales se dégage un seul jugement universel applicable à tous les cas semblables. Je vais vous la refaire, hein, il faut l'écouter plusieurs fois, mais ne serait-ce que parce que quand même c'est beau. Enfin, non mais c'est vrai, ça ne jargonne pas, hein, dans ce que j'ai dit, il n'y a pas intérêt. Mais en même temps on sent qu'il va falloir s'accrocher. Alors, donc l'art naît lorsque d'une multitude de notions expérimentales se dégage un seul jugement universel applicable à tous les cas semblables. Alors, autrement dit, pour traduire ça en termes simples, l'art est un savoir-faire. Il faut les deux. Il n'y a que de faire,
sur un chantier, ça donne le manœuvre. Je ne maîtrise pas un art. Si j'ai que ce savoir, ben, je suis un physicien. Ça donne pas... Donc il faut qu'il y ait les deux. Alors je reprends la définition d'Aristote. L'art naît lorsque d'une multitude de notions expérimentales. Donc il y a quelque chose qui va être tiré de l'expérience. Se dégage un seul jugement universel. Donc l'artisan, ou l'artiste, il a en lui, en tête, quelque chose qui est un jugement universel applicable à tous les cas semblables. Pour bien comprendre ça, je vais vous donner un exemple. La médecine, c'est un art. C'est pas une science. Au sens où Aristote la définit. Alors, d'ailleurs, c'est ce que les étudiants en médecine entendent dès la première année, quoi, qui écoutent un peu. Si vous êtes venus pour être des scientifiques, vous êtes trompés. Il faut aller en fac de sciences. Faites un master de biologie ou quoi, mais ici, on fabrique des médecins. Donc, voilà, ce qu'on va appeler des ingénieurs de santé, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est plus froid dans le dos. Donc, oui, justement, c'est celui qui oublie ce que c'est que l'art, enfin, au sens de la production artisanale. Donc la médecine est un art. Pourquoi? Parce que le médecin est celui qui, à partir d'une multitude de notions expérimentales, a tiré un jugement universel applicable à tous les cas semblables. Bon. J'ai affaire à tel et tel symptôme. Le diagnostic consiste, à partir de ce que j'observe, à tirer un jugement universel. Hein? Si tu as de la fièvre, ça peut être ça. Mais si tu as de la fièvre plus des rougeurs, ça restera. Puis si tu as de la fièvre plus des rougeurs, je resterai jusqu'à obtenir une hypothèse touchant à l'invisible. C'est peut-être quelque chose comme ça que tu as. À partir de quoi je peux envisager un traitement. Si tu prends ça, alors ça ne marchera peut-être pas toujours, d'ailleurs je me suis peut-être trompé sur le diagnostic, mais quand même, hein, mon jugement me permet d'envisager quelque chose qui est un traitement. Donc la médecine, c'est bien un art, puisqu'elle consiste à appliquer un jugement universel à tous les cas semblables. La médecine est un art en ce sens-là. Ce qui fait sa difficulté, c'est le jugement. Vous comprenez bien que tout repose sur le jugement. Tout, je fais une parenthèse là. D'où d'ailleurs dans notre imaginaire, pas tellement dans la société, mais dans le monde médical, d'où la hiérarchie entre les médecins et les chirurgiens. Vous voyez, ça, parce que le médecin, lui, il pense. Alors que le chirurgien, il fait. Et alors celui qui fait, ils vont retrouver, oh bah oui, t'es un peu du patauge dans la... C'est la raison pour laquelle, dans les concours de médecine, ceux qui sont classés en premier, les tout premiers, tout en haut, hein, ils choisissent pas chirurgie. Ou alors ils font neurochirurgie, parce que neurochirurgie, c'est quand même là où ça se passe. Donc c'est quand même un peu... Là, il fait orthopédie ou chirurgie viscérale. Et oui, mais ça marche. C'est un truc qui marche. Médecine, c'est plus... Chirurgie, ça marche. Pas toujours. En tout cas, mais les gestes du chirurgien remontent à l'Antiquité. Et notamment aux guerres napoléoniennes. Hein. Ils ont inventé des trucs, là, extraordinaires. Alors, si on avait des types amputés, là, le bon chirurgien se reconnaissait à ceci qu'il était capable d'amputer dans un temps record le gars sans anesthésie. Alors là, il était bon, il avait le geste dont nos actuels praticiens dans les hôpitaux sont les héritiers. Des héritiers de gestes qui ont été inventés par des types au cours de l'histoire, avec des procédés techniques. Donc, si on raisonne comme ça, bien sûr que du côté de la médecine, on a ce jugement universel applicable à tous les cas semblables, et c'est lui qui d'emblée apparaît plutôt du côté de l'art, mais malgré tout, notre chirurgien, c'est un artiste, quoi. Vous voyez? Et waouh, quand même. Regarde le mognon qu'il m'a fait. Hier, j'étais sur le champ de bataille, moi j'ai fait la campagne de Russie, j'avais les pieds gelés, j'étais habillé en femme. Vous savez, imaginez la scène, les soldats français qui quittaient Moscou, ils avaient pillé certaines maisons, ils avaient pris des vêtements pour leurs petites amies. Quoi. Ils avaient tellement froid, ils mettaient des robes. Et vous avez des hordes de soldats qui étaient habillés en femme, pathétiques, mouraient de froid. Vous imaginez? C'est une scène de cauchemar. C'est drôle qu'au cinéma, peut-être ça a été fait, mais pas à ma connaissance. Mais ce serait, on imagine, une scène, alors pour le coup, de film d'horreur extraordinaire. Hein. Une armée de travestis, de gens qui sont dans le froid glacial et qui vont mourir. Hein, et qui sont happés parce qu'ils sont mus par la passion d'un homme qui met l'Europe à feu et à sang. Mais qui fait progresser le droit. Et maintenant, la Révolution française se dit gueule. Donc ça, on ne peut pas lui retirer, malgré tout. Eh bien, ici, nos soldats, ils ont été les cobayes de véritables artistes. Le gars, il rentrait en France, on lui avait coupé une jambe, mais n'empêche, il était vivant, il avait un beau mognon, une jambe de poids. Bon, en plus, une autre époque, bon, peut-être qu'il était déjà marié, il avait besoin de séduire, avec ce genre de loi de sa vie, il pouvait toujours mener sa vie. Donc, vous voyez, la médecine ou la chirurgie, à des degrés différents, sont des modalités de l'art comme application d'un jugement universel à tous les cas semblables. Très bien. Or, regardez, ça nous permet de penser la révolution industrielle, en fait.